tout d'abord. Merci à tous d'être venus. C'est super impressionnant. La première fois que j'ai fait ce talk, c'était dans une petite salle. Là, maintenant, c'est waouh. Euh, du coup, je vais vous parler un petit peu des réseaux de neurones. Il y a plein de buzzwords dans l'annonce que vous avez vue. Mais surtout, ce que je veux que vous preniez en repartant, c'est que finalement, un projet de data science, c'est pas que sur le coin d'un serveur voué à prendre la poussière et à jamais être en prod. Ça peut très bien être en prod et c'est pas très compliqué de l'amener en prod. Donc là, on va vraiment discuter. Les réseaux de neurones autoencodeurs, c'est vraiment le prétexte pour un peu montrer comment on fait pour accompagner tout ça jusqu'à quelque chose qui va avoir de la valeur. Alors, je vais donc vous emmener dans une aventure. Et mon micro qui se... Ouais, ça va. Je vais vous emmener dans une aventure et vous allez incarner un personnage. Ce personnage, je vous le présente. C'est lui. Alors c'est vous, c'est moi. Alors pour le coup, là c'est moi. C'est mon trigramme. Mon quadrigramme, pardon, et 4 lettres. C'est aussi le moyen où vous pouvez me joindre si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez simplement envie de discuter de plein de trucs, de data science, de mise en prod. Et donc du coup, vous pouvez me joindre. Je vous mettrai le QR code à la fin aussi sur mon mail Octo. Alors, je vais arrêter de regarder par là. Je vais me faire un torticolis. Donc il y a, voilà. Je suis originaire d'un pays lointain, effectivement, le pays de l'académie. J'ai fait 10 ans dans la recherche en astrophysique. Et donc, la data, je la connais bien. Elle venait des étoiles avant, maintenant elle vient de serveurs. Bon, bah, c'est la même, en fait. Et donc, du coup, mes outils, pour mettre un petit peu en contexte, donc, pendant mon travail de recherche, j'utilisais pas mal Python comme outil de développement et comme outil aussi pour prototyper des projets de... Alors on ne dit pas data science dans le monde de la recherche, on dit plutôt science tout court. Du coup, accompagnons-le et du coup il doit faire face à une menace. C'est pour ça que je dis c'est vous, c'est nous, voilà, les bugs, c'est une vraie menace. Ils sont partout, ils surgissent n'importe quand. Et du coup, il faut mettre en place des moyens pour les empêcher de nuire. Et évidemment, comme tout héros qui part dans une quête, il faut bien qu'il rencontre un magicien à un moment donné. Donc, évidemment, tout est dangereux. Tu ne peux pas partir sans un outil spécial. C'est pas une épée, pour le coup. C'est un petit robot. Alors, hop, ouais. C'est un petit robot, alors un IntelliBot, qui va l'assister dans sa quête pour réduire la menace des bugs. Et ce robot, pour l'instant, il n'a pas vraiment d'intelligence. Il est livré basique. Donc là, si tu veux vraiment qu'il évolue avec toi, qu'il apprenne, tout ça, il va falloir lui donner les capacités pour comprendre l'environnement qui l'entoure. Donc voici les ingrédients qu'il faut. Alors il est sympa, le magicien, il donne des ingrédients de base, comme tout PNJ qui se respecte. Il nous donne les outils de base pour pouvoir commencer à construire son intelligence. Donc qu'est-ce qu'il faut pour construire une intelligence artificielle, et notamment un réseau de neurones, donc un cerveau artificiel? Il faut des nœuds. On appelle ça, ouais, alors du coup, les nœuds ou les neurones, c'est la même chose. Je vais m'éloigner un petit peu de l'analogie neurones et fonctionnement du cerveau, parce que finalement, vous allez voir que, effectivement, on peut voir que c'est un réseau de neurones connecté, tout ça, avec des axones, des dendrites et tout. On peut reprendre le vocabulaire médical, tout ça. Ça dérive un peu du sujet de base, qui est quand même de l'informatique et des mathématiques. Donc on va rester très terre à terre là-dessus. Et puis du coup ça va pas rentrer ça va pas polluer un petit peu le discours. Alors du coup je vais parler de nœuds, on pourra parler de neurones. Je parlerai pas d'androïdes, je parlerai de liaison, on va parler de poids, de biais et de fonctions d'activation un tout petit peu.
c'est pas le sujet, et d'erreurs et de rétropropagation. On verra, c'est pareil, je ne veux pas trop rentrer dans les détails non plus, mais simplement je vais illustrer ce qu'il faut pour faire un réseau de neurones complet. Et alors ce magicien, il est vraiment, vraiment top, parce qu'il nous a déjà livré le robot avec un package préinstallé. Lui, il sait reconnaître le chiffre 7. C'est top. Donc, si on écrit un chiffre 7 à la main, lui, il va dire c'est bon, c'est un 7. Alors, on va lui apprendre à compter. On va lui apprendre aussi les autres chiffres, on va voir. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui fait que le réseau de neurones reconnaît un 7? C'est là où on voit un peu l'interaction entre les neurones, les liaisons. Alors, j'ai pas de pointeur, peut-être que j'ai un... Non, ouais. En fait, vous voyez que pour un réseau de neurones, il y a plusieurs couches. Il y a une couche d'entrée qui est à gauche et la couche de sortie à droite. On a à l'intérieur plusieurs couches qui peuvent se superposer, qui sont les couches, on appelle ça les couches cachées. Donc du coup, on ne va pas trop en parler parce qu'elles sont cachées, voilà. Mais elles sont là. Et vous voyez qu'en fait, chaque case... Ah, super. Top. Un pointeur. Parfait, merci. Excellent. Et donc du coup, vous voyez donc la couche d'entrée, la couche de sortie, les couches intermédiaires qu'on appelle les couches cachées. Et du coup, en fait, vous voyez que il y a des connexions à l'intérieur entre les nœuds. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'un nœud dans un réseau de neurones? Eh bien, c'est une fonction mathématique qui va prendre une valeur en entrée et qui va la transformer et qui va en sortir une valeur différente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction mathématique? C'est très simple, en fait. C'est un dérivé de fonction affine, donc y égale à x plus b. Donc, on a parlé de poids et de biais. Là, dans ce cas-là, c'est le poids, c'est le a, donc le ax, et le biais, c'est le b. Et donc, du coup, cette fonction va nous permettre... Alors, pourquoi on va utiliser tout ça? C'est qu'au final, on veut que le réseau prenne une décision sur ce qu'on lui donne en entrée. Donc, on va lui dire au réseau, ça c'est un 7, arrange toutes tes connexions, tes poids, tes fonctions à l'intérieur de ton réseau interne pour que, en sortie, tu transformes ces pixels, cette information de pixels en décision de dire tiens, c'est un 7. Donc, il a déjà des poids et des biais qui sont configurés. Là, le magicien, là, il est super gentil. Il a déjà tout configuré pour que chaque fonction affine se succédant, il finit par transformer cet amas de pixels en 7. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, finalement? C'est une grosse fonction mathématique qui transforme un input en output. Okay. Du coup, maintenant qu'il a appris le chiffre 7, on va lui filer une autre information. On va dessiner un 8. Et là, c'est pas la même histoire. Parce que là, le 8, il ne l'a pas appris. Donc, le réseau, il n'est pas du tout configuré pour reconnaître un 8, il est juste configuré pour reconnaître un 7. Et donc là, on va arriver au truc où, du coup, lui, il va se dire, je sais pas, 7. Parce qu'il a appris que ça. Et donc, du coup, comment on fait pour configurer un réseau de neurones, pour que tous ces enchaînements, au final, qui passent de la couche d'entrée, donc les valeurs du pixel, alors je n'ai pas dit, mais effectivement, chaque nœud ici correspond à une valeur d'intensité de pixels dans l'image. Et donc, tout ça mis dans cette couche-là, comment on fait pour passer de là à la décision que ce n'est pas un 7, mais c'est un 8? Eh bien, il faut ajuster les poids et les biais en fonction de l'erreur qu'on a fait quand on a déterminé, quand on a fait la prédiction. Donc là, je vais dire au réseau de neurones, non, c'est pas un 7, c'est un 8. Ajuste-toi pour arriver jusqu'à 8. Et donc c'est ça qu'on dit. Hop.
ça marche plus. Si. C'est comme ça qu'on va en fait propager. Donc on va repartir de là. C'est pour ça qu'on appelle ça une rétropropagation. On va repartir de là. On va lui dire non, c'est pas un 7, c'est un 8. Ajuste-toi pour que tu puisses prendre la bonne décision. Et finalement, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme d'apprentissage. C'est à ce moment-là où le réseau de neurones va apprendre. C'est pour ça qu'il faut un training set, un set d'apprentissage, où on va lui dire, eh ben, je vais te filer plein d'images de 8, et je vais te dire, ça c'est un 8, ça c'est un 8, ça c'est un 8. Et lui, au final, eh ben, cette combinaison de pixels, finalement, il va l'assimiler à un 8 avec une configuration spéciale de neurones avec des poids et des biais qu'il va pouvoir ajuster. OK ? Donc du coup, là, on a parlé de rétropropagation, on a appris d'apprentissage, on a un mécanisme capable de reconnaître les chiffres, finalement. Du coup, le réseau de neurones, là, il est sur le point d'évoluer. Là, il va passer à la vitesse supérieure, parce qu'il a déjà appris le 7, il va apprendre le 8, il va apprendre plein de chiffres et tout. Pour valider l'évolution de l'IntelliBot, j'ai besoin de votre aide. Parce que du coup, j'aimerais bien savoir si vous validez en fait le concept de réseau de neurones, si vous avez bien compris ce que c'est. Et donc je vais vous demander soit d'aller sur le lien qui est là, soit de flasher le QR code et de voter pour me dire est-ce que vous avez bien compris ce que c'est qu'un réseau de neurones. C'est pas juste pour, c'est aussi pour voir un petit peu si je n'ai pas perdu. Hop. Alors du coup. Le temps que vous votiez, moi, je regarde. Hop. Je vais peut-être même carrément mettre le vote. Est-ce que je mets le vote ? Ah, j'avais oublié de reset le vote d'avant. Excellent. C'est pas grave. Hop, je vous laisse quelques secondes encore pour voter. Je vais vous donner après les résultats. Alors, hop. Voilà, je vois que ça se stabilise. Alors, je vous montre les résultats, sachant que j'ai oublié de faire le reset du pôle d'avant. Et donc, du coup, on était parti de... Hop. On était parti de 32, je crois. Donc ça va, j'en ai pas perdu trop. Par contre, j'ai fait l'andouille. Voilà. Ok, super. Hop. Je reviens sur la présentation et je remets en plein écran. Tac. Tac. Pof. Moi, ça me permet de souffler aussi au passage, c'est pas mal. Et donc, pour ceux que j'ai perdus en cours de route, désolé, je vous remets un petit peu le résumé de ce qu'est un réseau de neurones. Et du coup, si vous voulez un petit peu creuser le concept, et si vous voulez un petit peu comprendre un peu dans le détail ce qu'est vraiment un réseau de neurones, je vous conseille ces sources-là. Alors, le 3 Blue, 1 Brown, pour moi, la suite de vidéos qu'il a fait sur les réseaux de neurones, c'est vraiment, il va dans les détails, il explique exactement ce que c'est, il part de zéro et il aborde toutes les notions mathématiques et tout ça, avec un support visuel qui est vraiment bien, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Ici, c'est plus axé sur un blog sur la data science en général, il y a des réseaux de neurones, mais pas que. Et ici, c'est vraiment l'explication du MIT, réseau de neurones, cours formels, tout ça. C'est vraiment intéressant aussi. Mais du coup, c'est un peu plus formel et là, il rentre vraiment, vraiment dans les détails. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si on va diffuser les slides, mais en tout cas, si jamais vous avez envie d'avoir ça en version électronique, je pourrais vous l'envoyer sans problème. Et donc, on va dire que finalement, en fait, il a évolué. Très bien. Il a gagné un niveau. Bravo. Félicitations. On va passer donc au niveau supérieur.
et on a débloqué le niveau de difficulté médium. Bravo. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, c'était quelqu'un qui jouait dans une borne d'arcade. Et donc, le jeu se met en pause, et là, on voit une présence dans un coin caché qui nous dit bravo. On a réussi le challenge, on a compris ce que c'était qu'une intelligence artificielle, donc un réseau de neurones. Mais il faut maintenant encore prouver sa valeur, et là on va passer à le challenge au-dessus. On va parler évidemment de la raison pour laquelle vous êtes là, c'est-à-dire des réseaux de neurones auto-encodeurs. Il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Mais par contre, on va avoir un cas d'application. Donc du coup, voilà. Tu as 150 bornes d'arcade dans la salle. Et sur ces 150, 3 ne fonctionnent plus comme avant. C'est ultra vague, ne fonctionnent plus comme avant. Mais bon. Trouve-les et je t'indiquerai la sortie. Okay. Et en indication, en données, finalement, voici ce qu'on a. On a les 150 machines qui envoient de la donnée. Et vous pouvez compter, il y en a 150 hein, quand même, j'ai donné de ma personne. Hein. Et du coup, vous avez ici un snapshot de ce que les machines envoient en temps réel, qu'est-ce qu'on a dit, toutes les minutes, je crois, ou toutes les 10 minutes peut-être. Et on a un historique de 2 mois. Okay. On va partir du principe que, en fonctionnement normal, le voltage de ces machines fluctue très peu. Okay, elles sont sur un voltage nominal. Et le voltage est compris entre 5 et 5,5. Donc, pour les petits malins qui voudraient faire un min-max sur les valeurs et puis dire, oh, bah, c'est bon, eh ben, c'est pas le cas. Il y a déjà en fait, des protections qui sont mises en place. Donc, le système de surtension est déjà en place. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, là, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je fais pour détecter une anomalie dans un système qui, en fonctionnement nominal, a toujours la même tête, à peu près. Donc on va utiliser ce qu'on appelle donc un réseau de neurones auto-encodeurs. Là, c'est du coup l'objet de ce talk. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones auto-encodeurs? Eh bien, il y a un encodage et un décodage. Voilà, c'est bon. Non, d'accord, évidemment. Au bout d'un moment, le réseau de neurones qui va comprendre le système qu'on va lui donner contient moins de neurones dans sa couche intermédiaire que de neurones d'entrée. Et il contient le même nombre de neurones d'entrée que de neurones de sortie. Okay, ça fait une forme de diabolo. C'est pour ça que d'ailleurs que sur le début, là, il y avait marqué Diabolo, c'était le titre. Pourquoi? Quel est vraiment l'intérêt? En plus, vous voyez que le but d'un réseau de neurones auto-encodeurs, c'est d'avoir la couche d'entrée qui dit la même chose que la couche de sortie. Alors, quel est vraiment l'intérêt de faire une fonction identité? Là, pour le coup, je pourrais juste faire y égale x et puis voilà. Mais non, il y a vraiment un intérêt. L'intérêt, c'est que le fait d'avoir une plus petite couche ici au milieu, c'est qu'on va réduire les dimensions du problème. On va synthétiser un petit peu les informations dans la bouillie de données qu'on a reçues en entrée. Ça veut dire que le réseau va être capable de déterminer des connexions entre les différents neurones de l'entrée. Celui-là et celui-là se comportent à peu près pareil. Bon, du coup, je vais les mettre ensemble. Celui-là, 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 hop, se comportent pareil, je vais les mettre ensemble. Finalement, tous ces neurones-là vont avoir à peu près le même comportement. Je vais donc les mettre ensemble ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que
cette partie encodage, c'est la partie, en gros, un résumé des neurones d'entrée. Et après, le décodage va nous permettre de retrouver l'information. Donc finalement, l'information a été transformée. Elle est la même de l'entrée à la sortie, mais elle a été transformée selon un schéma très particulier. Et ce schéma, du coup, va nous donner la possibilité d'avoir, on va dire, une représentation fixe de notre problème, par exemple des 150 machines, une représentation fixe, figée dans un réseau de neurones. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lui donner, donc on va lui apprendre comment les machines fonctionnent, on va donc lui donner toutes les minutes, on va lui dire toutes les minutes, voici le comportement de ces machines. Lui, il va toutes les minutes s'ajuster pour que les valeurs d'entrée soient égales aux valeurs de sortie, et donc tous ces poids et ces biais vont se mettre ensemble pour pouvoir reformuler le problème qu'on lui a donné. Okay ? Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que si ce qui sort du réseau de neurones n'est pas la valeur qu'on lui a donnée à l'entrée, ça veut dire que là, le neurone qui a généré cette erreur se comporte de manière anormale. Elle ne se comporte pas de la manière dont le réseau de neurones a été configuré pour comprendre le problème. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, si on mesure l'erreur de l'entrée par rapport à la sortie, ou de la sortie par rapport à l'entrée plutôt, et bien du coup, on est capable de détecter des anomalies. Et c'est exactement comme ça qu'on va... Alors, je ne sais pas si... Hop. Est-ce que ça marche? Oui, c'est ça. Donc là, on a clairement en entrée... Alors, je sais... Oui, c'est ça. Ici. On a l'entrée qui est différente de la sortie. Ça veut dire que finalement, cette borne-là a donné une valeur à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et donc, du coup, l'erreur va augmenter. Et le fait d'avoir une erreur qui augmente va pouvoir nous permettre de déterminer, donc, du coup, la machine qui fluctue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien expliqué et tout va bien? C'est vrai? Donc, on va pouvoir voter alors. Ouais. Donc, je vais voir un petit peu si j'ai besoin de refaire une passe sur ce que c'est qu'un... Alors, du coup, hop. Est-ce que j'ai ma souris? Tac. Tac. Hop. Excellent. Vous êtes vachement réactif. Super. C'est top. Alors, excellent. Bah, super. Je vous montre le résultat. Si je l'ai là. Hop. Clac. Et voilà. Cool. Bon, parfait. Tac. Et donc, très bien. On continue. On a validé la deuxième étape. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Donc je vais passer rapidement sur le slide de résumé et je vais vous donner 2-3 petites sources alors, dans lesquelles vous allez pouvoir aussi trouver des informations sur les réseaux de neurones auto-encodeurs et sur les cas d'application. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette détection d'anomalies qu'on peut utiliser, les réseaux de neurones auto-encodeurs. Il y a même des applications dans les images, et c'est vraiment super intéressant de les utiliser. Parce qu'en fait, comme on a vu que finalement, qu'est-ce que c'était qu'un réseau de neurones auto-encodeur? C'était vraiment un résumé des grosses variations à l'intérieur d'une image, par exemple. Et ben, on va pouvoir réduire le bruit de l'image, par exemple. Un réseau de neurones auto-encodeur, si on le fait traiter une image, et ben, toutes les petites variations dans l'image qui est du bruit, il va les virer et il va prendre que les gros détails dans l'image en fait. Il
Il y a aussi une super application qui est de recoloriser des images en noir et blanc. Ça, c'est vraiment top. Vous pouvez aller voir dans la littérature. Vous verrez que là, vraiment, il a appris à reconnaître les petites variations de noir et de blanc qui redonnent des couleurs, et c'est vraiment super chouette. Il est aussi utilisé, mais là, on va le voir sur le cas d'application qu'on verra tout à l'heure, comme un détecteur d'anomalies, combiné avec d'autres trucs. Là, j'ai vraiment simplifié le concept, c'est pour ça que je suis parti sur des hypothèses un peu structurantes dès le départ, mais on verra qu'en fait, c'est pas... si on veut traiter des séries temporelles, des évolutions dans le temps, il faut rajouter une couche en plus. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais là, super, on va pouvoir passer à la suite. Alors, du coup, là, l'idée, c'est de tester un peu sur le terrain toutes les connaissances qu'on a acquises sur les réseaux de neurones. Très bien, maintenant tu sais ce que c'est qu'un réseau de neurones, maintenant tu sais ce que c'est qu'un réseau de neurones auto-encodeur, et justement ça tombe bien, il y a un client qui dit « J'ai besoin de ton expertise en data science ». Très bien. Voici le mail du client. Salut. On est les meilleurs de la région, évidemment, c'est un mail client, et du coup, il se fait mousser un petit peu sur sa chaîne de production. Sauf que, bah oui, des fois, il y a des petits grains de sable qui viennent gripper la chaîne de production et qui créent des points de ralentissant, et des fois, en fait, ça fait des réactions en chaîne qui gênent un peu la prod. Il ne faut pas toucher à la prod, c'est sacré. Et c'est totalement inacceptable. Réglez-moi ça à grand coup d'IA, évidemment, parce que l'IA, c'est super sexy. Et en plus, ça tombe bien, parce que là, c'est vachement adapté pour le cas. Alors, du coup, on va lui répondre à ce monsieur, ou cette dame. On va lui dire, merci, on a bien compris votre sujet. Alors, si on a bien compris, le système doit être capable de détecter des comportements anormaux sur une chaîne de production. Alors là, du coup, on rentre dans les détails. Agréger des données de voltage, bah alors du coup, ça tombe bien parce que c'était le cas d'usage d'avant. Donc là, on va pouvoir réutiliser un peu tout ce qu'on a appris. Sur 300 machines de production, évaluer la santé de la prod toutes les 5 minutes. Il y a un truc intéressant qui est que, bah, du coup, de manière récurrente, on va devoir refaire tourner on va devoir refaire tourner un modèle. Envoyer des alertes si besoin, s'adapter si la prod change, être prod ready, et pas dire que c'est prod ready parce que c'est en prod. Ou alors dire que c'est prod ready parce que ça tourne sur mon laptop. Donc pour ça, on va devoir mettre en place des outils qui vont nous aider. Donc là, si j'avais les mains libres sur un sujet comme ça, voilà, je vais vous donner 2-3 technos et 2-3 petits outils qui vont vous permettre justement d'accompagner un peu ce code. Après, on verra ce que c'est vraiment qu'un code de data science ou un code de modèle d'auto-encodeur. Mais là, pour le coup, c'est plus des outils qui vont nous permettre de travailler dans un environnement et de valoriser cet environnement. Donc là, si je devais travailler sur un modèle de réseau de neurones, j'utiliserais par exemple Jupyter, parce que bah, du coup, Jupyter, c'est vachement pratique. Donc les notebooks Jupyter, c'est un environnement de développement en Python ou en d'autres langages, qui va non seulement vous permettre de tester très rapidement des idées sur des modèles, enfin sur des données, pardon, mais en plus qui va directement, enfin, vous allez pouvoir, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez pouvoir afficher des traitements de données, vous allez pouvoir plotter des trucs, vous allez pouvoir manipuler des données, tout ça. En temps réel, vous verrez un petit peu l'effet de votre code. Donc ça, c'est top pour un prototypage, pour commencer très vite à avoir de la valeur. Jupyter. Après, Jupyter tout seul, ça a la valeur que ça a. C'est-à-dire que c'est très bien pour du prototypage. Pour aller jusqu'en prod avec, il faut faire quelques ajustements. Quelques ajustements dans la méthode de travail. Donc évidemment, en data science, c'est pas forcément le cas tout le temps. Il y a des data scientists qui parlent très marginalement de versionning de code, ou quand on leur dit bah oui, mais comment tu fais pour travailler en équipe?
Bon, de toute façon, je suis tout seul dans mon équipe, donc je travaille avec moi-même, quoi. Mais ça marche plus trop, quoi. C'est d'abord, il y a les équipes qui travaillent sur un projet commun. La data science est un des rouages du projet, mais en aucun cas maintenant on peut se permettre de développer dans son coin sur un Jupyter Notebook et me dire voilà, tiens, intègre-moi ça dans la prod, merci, salut. Non, ça se fait plus trop. Et puis en général, c'est comme ça qu'on foire un projet de data science d'ailleurs. Du coup, il y a aussi un autre petit outil qui va nous permettre d'avoir très vite de la valeur, c'est Voilà. Voilà, ça va transformer donc, le notebook en petite application web qu'on va pouvoir exposer sur une URL et puis montrer un peu à tout le monde ce qu'on fait. Ça, c'est top, parce que du coup, ça va être une vitrine non seulement pour les gens du business qui veulent savoir ce que vous faites en data science, ça va être aussi pour ceux qui ont mis de l'argent dans le projet pour leur dire bah oui, ça fait des résultats. Donc ça va mettre de la valeur tout de suite. Et en plus, du coup, il y a des graphes interactifs, donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui va être activable par plein de personnes différentes qui gravitent autour du même sujet. Donc l'idée clé ici, c'est de rendre visible un projet de data science. Je dis data science en général, de machine learning, tout ça, donc, même des stats. Le truc, c'est que il ne faut pas que ça reste dans un coin, il faut que ce soit non seulement quelque chose qu'on va pouvoir développer en collaboration, dans lesquelles il va y avoir des briques qui vont pouvoir se rajouter modulairement. Donc il y aura aussi une manière de coder qui sera importante. Et qui va aussi pouvoir apporter de la valeur directement, parce que c'est vrai que du coup, quand on parle des équipes de data science, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là en data science? Je sais pas, il fait des trucs de science. Et au final, il y a un côté un peu obscur là-dedans. Et le fait de tout de suite l'apporter en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait mon notebook Jupyter, j'ai fait ma petite présentation, voilà, vous pouvez aller voir, il y a une URL, vous pouvez aller voir ce que je fais. D'avoir les plots, d'avoir la raison pour laquelle vous avez fait ce projet, tout ça, c'est super. Couplé à ça, il y a un outil que j'adore qui s'appelle MLflow. MLflow permet de garder, alors ce qui est bien, c'est de baser, donc la data science est basée sur l'expérience. On va tester les choses, on va avoir un réseau qui va apprendre. Donc, il va être confronté à des données non seulement des données qu'on a calibrées un petit peu pour l'entraîner, mais aussi des données réelles, des données de prod. Donc, il faut mesurer absolument tous ces paramètres d'entrée, comment on a configuré le réseau, mais aussi des paramètres de sortie, les paramètres d'erreur, tout ça. Tout ça, MLflow peut le gérer. Il va faire du versionning, en gros, de paramètres. Et donc, ça s'intègre directement dans un code. Et ça permet justement de traquer un peu à chaque fois que le modèle a été lancé. Il y a aussi un aspect où on va un peu s'abstraire de la manière dont ça a été codé. Donc il va y avoir une sorte de packaging qui va être offert par MLflow et qui va permettre de transformer un modèle dans un objet universel qui va pouvoir être tourné un peu sur toutes des plateformes. Ça peut être TensorFlow, Keras, tout ça. Donc ça s'abstrait un peu de la plateforme sur laquelle il a été développé, c'est pas mal. Ça permet d'échanger un petit peu avec d'autres équipes, par exemple. Et, alors là j'ai mis Kibana, mais peu importe. La visibilité avant tout. Les dashboards doivent être pensés avant, ou au moins au début du commencement du projet. On ne fait pas les dashboards à la fin en disant je vais faire des dashboards qui claquent avec des trucs qui partent dans tous les sens et tout, et puis des trucs qui s'allument en rouge, en vert. Il faut que les dashs amènent une valeur, par exemple, sur une chaîne de prod, d'avoir un bouton qui s'allume pour que l'utilisateur, pour que la personne qui va maintenir les machines dans la chaîne de prod va se dire c'est la machine numéro 203 qui est en train de partir en cacahuète et il va falloir aller la maintenir avant qu'elle pète toute la chaîne. Ça, c'est une information activable. Donc ça, c'est le dashboard qui va servir et qui va augmenter la confiance des utilisateurs.
pour au final avoir quelque chose que vous serez fier non seulement de porter, mais qu'en plus les gens vont se dire bah oui mais sans ça vous avez vu tous les échecs de prod qu'on a évités grâce à ça et tout. Donc il faut des métriques et il faut mettre en valeur un petit peu le retour sur investissement que vous avez mis en place sur ce sujet-là. Je rajoute quelques outils là. Du coup, je rajoute des petits outils que je vais vous présenter en live. Vite fait. Désolé, parce que là, je prends du temps. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu à la bourre. Du coup, c'est pas tant que ça. Je vais, par exemple, vous montrer... Hop là. Alors là, on va partir. Je récupère ma souris. Tac. Tac. Voilà. Hop. Ah, oui. Tout à fait. Je vais essayer d'avoir de bons yeux. Ou alors je fais une recopie d'écran. Ouais, mais en plein milieu de la présentation, c'est un peu abusé. Donc je vais faire ça. Et je fais ça. Et on va assumer que je suis dans le bon répertoire. Et Docker Compose. Hop. Paf. Oui, ça a l'air de marcher, oui. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Alors je vais vous filer le lien du GitHub. Donc là, je peux vous montrer d'ailleurs le Dockerfile. Donc là, attendez. Ah, tac. Non, loupé. C'est pas bien ça, ce que je fais là. Hop. Je récupère ma souris. Tac, tac. Voilà. Je récupère. Zou. Et voilà. Hop. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu le contenu du Dockerfile, je me mets dans le répertoire du Docker et paf, voilà. Alors c'est un peu, ça respecte pas tout à fait les bonnes pratiques du joli Dockerfile qui est fait pour faire une application par container Docker, et là, pour le coup, j'ai un peu mis un truc fourre-tout. Je suis parti d'une image qui existe sur Docker Hub, qui est déjà tout bien installé pour avoir du TensorFlow, un Jupyter, toutes les librairies pour faire de la data science. Et c'est en général l'image de base que j'utilise au début d'un projet. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous aurez tous les outils que vous voulez. Et c'est une bonne base de départ. Ensuite, j'ai utilisé 2-3 librairies connues pour avoir un framework où j'ai plein de librairies de data science assez sympa pour faire de la visualisation. Donc il y a scikit-learn, Seaborn, Peppermill, on en parlait tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu comment ça marche, MLflow. Tout ça, vous pouvez le rajouter dedans, c'est du pip install. Et du coup, ça vous fait un conteneur qui tourne ici. Paf. Hop. Et donc, hop. Ah, il faut que je reprenne les... Tac. Donc là, j'ai mon conteneur qui tourne. Tac. À l'intérieur duquel il y a un notebook Jupyter. Qui, dans la salle, a déjà manipulé un notebook Jupyter? Oh, ça fait beaucoup de gens. Cool. Donc vous n'êtes pas trop... Alors attendez, je vais faire les manips qu'il faut avant. Tac. Donc ça vous parle. Très bien. Donc, quelques petits
tips, conseils. Purée, c'est vraiment pas pratique ça. Hop. Donc là, en général, quand je travaille sur un notebook Jupyter, en général, j'aime bien que les choses soient assez compartimentées. C'est-à-dire, mes imports, je les mets dans un notebook. Mon pré-processing, je le mets dans un autre notebook. Et mon cœur de modèle, je le mets dans un autre notebook. Et s'il y a besoin de modularité, en fait, je rajoute des modules. Tout ça pourquoi c'est du coup si jamais j'ai besoin de rajouter une librairie pour toute la chaîne, du coup je le mets dans mon notebook d'import et puis voilà, c'est bon. Du coup, hop, là je vais montrer tout de suite le pré-processing. Voilà. Alors du coup, comme on importe un autre notebook avec cette commande là au début. Et puis, hop, ça va me permettre de vous parler d'un autre outil que j'aime bien. Donc tout le monde connaît Git. Je vois certaines têtes qui font oui, ça va, c'est bon. Donc tout le monde connaît Git. Est-ce que vous connaissez DVC? Non, alors là pour le coup. DVC, en fait, c'est à peu près le pendant data de Git. C'est en gros, il va nous permettre de versionner tout ce que Git ne peut pas versionner. Des gros modèles, des données d'entrée qui sont très volumineuses, des trucs que vous voulez traquer mais que vous ne voulez pas forcément mettre dans le Git. Donc tout ça, vous allez pouvoir le versionner et vous allez pouvoir le stocker quelque part. Alors DVC, c'est ultra... moi je trouve franchement c'est le truc qui manque à Git. Hop. Tac, je vous le mets, dvc.org. Voilà. Donc ça va vous permettre de vous d'adapter le modèle et d'adapter le workflow à des nouvelles datas si elles arrivent, par exemple. Si vous avez besoin de réentraîner le modèle, eh ben, vous pouvez le versionner avec des nouvelles. Vous pouvez versionner les datas d'entrée. Et vous pouvez aussi avoir la version aussi des modèles que vous avez au fil du temps. Donc c'est super. On a à la fois la versionning des data en entrée et le versionning des modèles en sortie. Donc, et ça marche comme Git. C'est vraiment DVC commit, DVC push, tout ça. C'est configurable avec beaucoup d'output. Vous pouvez le configurer pour S3, vous pouvez le configurer pour Google Drive, vous pouvez le configurer pour même en local, sur plein de trucs différents. Et au final, ça va vous donner vraiment une valeur sur le projet qui est immense, et de pouvoir avoir l'historique de tout ce que vous avez pu committer, même avec les datas. Ensuite, alors, tac, je reviens sur mon truc. Voilà. Donc on a ici un pré-processing. Ah oui, je n'ai pas expliqué ce que fait le projet. La NASA nous a demandé de faire une étude de roulement à billes sur des roulements à billes qui vont aller dans l'espace. Donc on a besoin de savoir à quel moment les roulements à billes vont péter. Et donc, il y a des études en laboratoire qui ont été faites, donc qui ont fait rouler ces roulements à billes pendant des semaines. Il y a des mesures de vibration qui ont été prises toutes les minutes. Et ils ont mesuré jusqu'à ce que le roulement pète. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prédire le moment où le roulement à billes commence à montrer des signes de faiblesse et de prédire le moment où il va défaillir. C'est des vraies données. Vous pouvez aller les chercher sur Internet sans problème. Vous tapez NASA, roulement à billes, bearings, je ne sais plus quoi, et vous allez tomber directement sur le set de données. Et vous pouvez entraîner des modèles pour pouvoir prédire. Alors vous avez un data, donc pour les réseaux de neurones, en fait, vous pouvez entraîner des modèles et vous pouvez les tester. Donc il y a un dataset pour entraîner et un dataset pour tester. Pas de souci. Et donc c'est ce que je prends ici. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du modèle en lui-même, parce que du coup, hop,
Vous avez ça sur GitHub. Simplement, donc là, vous voyez, donc là, comment fonctionne un notebook. Du coup, on visualise un peu la donnée. Ça, c'est les 4 roulements à billes qui sont en conditions normales de fonctionnement. On voit les vibrations sur les 4 roulements. Et puis, on va faire un petit... Alors, voilà. Donc du coup, ça, c'est les roulements à billes quand il y en a un qui commence à... Enfin, quand il commence à défaillir tous les 4 en même temps. Là. Donc l'idée, c'est de prédire dessus des comportements. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Hop. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'en fait, avec une petite transformée de Fourier, tout ça, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, on pourra en parler. Mais là, pour le coup, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Et ben on arrive à dire que voilà, on peut définir un seuil au-delà duquel on va dire que le roulement à billes est sur le point à entamer son processus de dégradation. Et du coup, ça, c'est un résultat. C'est un résultat, ce seuil. Donc on va pouvoir le loguer sur MLflow, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà comment on utilise MLflow, c'est ultra simple. Avec le run de MLflow, on va pouvoir loguer une métrique qui est la métrique de seuil. Et dedans, donc du coup, on va avoir une... donc si on fait un MLflow 8 là-dedans, flow 8, je tape à l'aveugle, hein, si ça marche, tant mieux. Ouais, c'est bon. Et on va aller sur localhost. Hop. Là aussi, je tape à l'aveugle, ça devrait marcher. Je sais plus, je l'ai mis sur quel... Hop. Sur le port 5000, je pense. Yes. Hey. C'est l'effet Bonaldi. Hop. Je sais pas. Oui, normalement il est bon. Ah oui, mais non. Ah oui, alors ça j'ai passé la soirée là-dessus hier. Donc là je ne vais pas passer la soirée là-dessus maintenant. C'est qu'en fait, quand on lance MLflow 8 dans un Docker, lui il va utiliser l'adresse de loopback 127.0.0.1 alors que non, il faut lui donner l'adresse 0.0.0.0. Donc là, je lui donne ça. Hop. Hop. Tac. Voilà. Et on la refait, mais en moins crispé. Et du coup, ça va nous donner... Je vois rien. Bon, bah, c'est pas grave. Si il y a que ça qui va pas, c'est pas bien grave. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Toc. Bon, bah, croyez-moi sur parole, c'est une super interface dans laquelle vous allez avoir en fait un graphe des différentes valeurs que votre run a eues au cours du temps. Donc, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez le faire tourner 5 fois dans la journée, eh ben, vous allez avoir 5 valeurs de seuil, par exemple, si le programme a été fait pour détecter des valeurs de seuil. Et donc, vous allez pouvoir tracer aussi l'évolution de ce modèle. Vous allez pouvoir aussi tester la pertinence de ce modèle. Si vous traquez les erreurs du modèle par rapport aux données d'entrée, vous allez avoir une dérive, en fait. Si les erreurs sont très petites au début, puis qu'on voit qu'au cours du temps, les erreurs commencent à augmenter, il serait temps de réentraîner le modèle, par exemple. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui vont apporter un peu de valeur sur le contexte du modèle en lui-même. Et je pense que là, pour le coup, il me reste à vous... on va... Hop. Hop. On va reprendre... Yes. Le PowerPoint. Sauf si vous... Hop.
En vrai, ça donne quoi? Oui, ben, c'était une... Voilà. Donc là, je vais vous demander une dernière fois de voter. Et je vais... alors, je sais pas, vous l'avez là? Ouais. Donc vous allez voir qu'en fait, là, c'est un peu différent. C'est est-ce que vous avez vraiment... Enfin, est-ce que le format de ce talk vous a plu? Et est-ce que vous allez tester ça en prod demain? Est-ce que vous êtes convaincu de la valeur de tout ça? Et est-ce qu'il y a des choses à rajouter, par exemple? Excellent. Ça va, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, c'est bien. Hop. Hop. Cool. Ouh. Ça continue d'augmenter. Très bien. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez me joindre, je vais vous remettre... Oups. Alors, tac, où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Il est là. Tac. Paf. Je vais vous donner mes coordonnées. Et là, c'est le moment où, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui. Ah, bonne question. Alors. Ah oui, à quel moment... Alors, du coup, il y a deux questions en fait. C'est comment tu sais que tu dois réentraîner ton modèle et comment éviter le surentraînement. Alors, comment tu sais que tu dois réentraîner ton modèle? En fait, tu as des métriques qui te permettent de... là, pour le cas des réseaux de neurones auto-encodeurs, c'est de l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire que on lui dit pas, on lui donne un tas d'historiques. Lui il va se configurer pour apprendre cet historique, mais on lui dit pas si c'est bien ou si c'est mal ou s'il y a des anomalies. Donc c'est à nous de mettre en place des mesures d'erreur, comme je disais, du coup, entre l'entrée et la sortie, pour détecter ces anomalies. Et du coup, ces mesures d'erreur vont nous permettre de voir si le modèle dérive aussi. C'est-à-dire que s'il y a une détection d'une machine en erreur, c'est très bien, parce que c'est ça qu'on veut qu'il fasse. Par contre, si toutes les machines commencent à être en erreur et que le modèle dérive de plus en plus et que les erreurs augmentent, ça veut dire que c'est le système entier qui a changé. Et du coup, il faut réentraîner le modèle sur des nouvelles données. En revanche, il y a la question aussi de savoir quelles données utiliser pour réentraîner un modèle. Donc ça, c'est vraiment tout un pendant de la data science, c'est de vraiment de choisir les données représentatives qui vont représenter la prod sur un certain historique. Et c'est un enjeu majeur, et du coup, le versionning des données, ça donne un petit peu quelques outils pour pouvoir répondre à ça. Au niveau du surentraînement, est-ce que tu parlais de plutôt overfitting ou de trucs du genre un modèle qui a appris beaucoup trop par rapport au modèle par rapport aux données de prod, par exemple? On parlait donc de l'exemple que tu donnais, tu avais 150 machines, tu détectais les 3 qui étaient en panne. Ouais. Comment tu sais que tu vas arriver à détecter les 3 qui sont en panne et potentiellement les futurs dans l'avenir, ou que tu vas juste détecter ces 3 problématiques-là parce que tu seras entraîné à ne détecter que ça? Ah oui, oui. Donc l'overfitting, effectivement. Oui, alors effectivement, là, ça va dépendre du contexte et de la manière dont tu vas détecter des événements. Donc là, en gros, tu vas devoir apprendre au modèle à prendre des conditions nominales. C'est toi qui décides les conditions nominales. Et c'est très important du coup de préparer tes données pour qu'elles soient plus représentatives possible de la prod. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai eu le cas
d'un collègue qui a fait un modèle de réseau de neurones pour reconnaître des camions dans un chantier, un certain type de camion. Donc il y avait un client qui lui avait demandé, en fait dans mon chantier, il y a plein de camions qui transitent sur le chantier, je veux reconnaître le camion qui va transporter les décombres. Il avait testé son modèle sur des données de camions, ce camion-là. Il l'avait fait apprendre, il avait dit, voilà, ce camion-là, tu le reconnais, tu sais, c'est ce type-là. Et il a fait une démo au client, il est arrivé sur le site, et là, le modèle était incapable de reconnaître un seul camion, alors qu'il y en avait plein qui passaient devant lui. Un échec, mais monumental. Donc il est rentré et il ne savait pas pourquoi. Il a regardé en fait à l'intérieur des couches de réseau de neurones. Donc là, tu peux en fait regarder comment les couches de neurones sont imbriquées. Et il s'est rendu compte qu'en fait, la détection, le modèle avait détecté si c'était un camion, parce que toutes ces données d'entraînement, il y avait un ciel bleu. Et que le jour où il a fait sa démo, il pleuvait. Donc c'est ça, les réseaux de neurones font des milliards de connexions entre les neurones pour pouvoir faire un espèce de modèle de ce qu'ils ont appris. La manière de vraiment s'assurer que c'est bien ça qu'on essaye de représenter, c'est de diversifier le plus possible la donnée d'entrée. On n'est jamais vraiment sûr que ce qu'il va apprendre, mais au moins d'avoir envisagé plein de cas de figure pour limiter justement ce coup de la météo, quoi, qui est vraiment pas de bol. Mais effectivement, il faut que tu aies une boucle de feedback dans ton projet qui te permette de dire ah oui mais là il y a quelque chose qui a été qui s'est mal passé mais le modèle l'a pas détecté, ou alors il me lance plein de faux positifs et j'en ai marre parce que du coup ça sonne dans tous les sens mais je suis pas pertinent. Donc cette boucle de feedback est importante à implémenter dans le projet assez rapidement. Et en général, c'est soit par des DASH, soit par des retours d'expérience, soit vraiment des trucs concrets qui vont arriver avec le cas d'usage, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu assez à la question. Ouais. D'autres questions? Ouais. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que tu mets ça actuellement en prod chez un client? Oui. Et si tu peux rapidement, sans rentrer dans des détails confidentiels, si tu peux nous en parler rapidement. Alors j'ai mis en prod il y a quelques temps, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux en raconter? Alors je vais parler d'un cas qui, du coup, j'ai travaillé avant à la cybersécurité, je ne vais pas parler de ce cas-là, je vais parler d'un cas d'une grande billetterie française et internationale qui du coup avait alors c'était pour le système d'information dédié aux techniques. Ils avaient besoin de savoir quand les machines, les disques des machines allaient se remplir pour éviter les appels à astreinte. Surtout durant le week-end, ça coûte une blinde et puis voilà. Alors que bon, c'est quand même que des disques qui se remplissent. Du coup, ça leur arrivait super souvent parce qu'ils avaient à gérer un parc de 3000 machines. Donc, j'ai utilisé plein d'outils de data science. Et en fait, l'idée, c'était de partir déjà de pas forcément un réseau de neurones, c'est l'overkill. C'est vraiment le truc, pourquoi utiliser un réseau de neurones alors qu'une analyse statistique, ça marche très bien. Donc, j'ai mis en place en fait une plateforme qui à base de MLflow, à base d'Airflow, comme du coup Airflow, je l'ai pas montré d'ailleurs, oui. Airflow, c'est un orchestrateur qui va permettre de lancer les modèles tous les 5 minutes, par exemple. Donc cet orchestrateur-là nous a permis de lancer tous des modèles de prédiction toutes les 10 minutes et de prédire le remplissage des disques sur plusieurs jours. Et ça a permis aussi d'éviter les appels à l'astreinte. Et du coup, l'idée, c'était de vraiment avoir tout de suite une
une mesure de la valeur que ça allait apporter. Et tout de suite, on a mis en place le dashboard qui a fait que, bah voilà, à chaque fois qu'il y avait une anomalie qui allait se produire au niveau du remplissage des disques, eh ben, le compteur s'incrémentait. Et à chaque fois qu'une action avait été prise, le compteur s'incrémentait aussi. Du coup, on pouvait aller voir en disant, bah oui, bah regarde, les appels astreintes, on les a limités. Là, on en a 10 qui auraient dû se passer ce mois-ci et qui ont été évités. On vous a économisé tant de fric. Et du coup, la deuxième petite question, est-ce que c'est vrai que quand on remplit des captchas de Google, on entraîne une IA derrière qui s'entraîne à reconnaître des feux rouges ou des bus? Est-ce que c'est vrai? Ça ne m'étonnerait pas. Et en fait, probablement, oui. mais ils sont vachement balèzes sur la reconnaissance d'image. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça. C'est vrai qu'il y a tout un domaine de la reconnaissance d'image qui était implémenté par Google, mais développé par d'autres aussi, qui est tellement poussé à l'heure actuelle, qui en fait n'est plus, il y a plus de, on va entraîner pendant une semaine un réseau de neurones sur reconnaître plein d'images. On va utiliser en fait ce qui a déjà été entraîné et on va virer 2 ou 3 couches et on va les réapprendre. Ça s'appelle le transfer learning. Et du coup, on va, le modèle, il a appris à reconnaître des chats, des chiens. Hop, on va l'apprendre à reconnaître des chevaux, par exemple. On va virer 2 ou 3 couches et puis on va lui dire, tiens, ça c'est des chevaux, réapprends. Donc du coup, il va pouvoir détecter des chats, des chiens, des chevaux. C'est une des méthodes les plus utilisées pour la reconnaissance d'image, mais il y a des trucs intéressants qu'on peut faire, c'est que du coup, c'est toujours une représentation d'un chat ou d'un chien qui est en fait, comme je vous l'ai montré, un arrangement de poids et de biais, un snapshot d'une fonction mathématique qu'on peut très bien hacker, sans problème, en rajoutant un tout petit peu de bruit dans l'image pour justement manipuler un peu ce réseau de neurones. Et donc, il y a plein de petits logiciels qui sont capables de rajouter du bruit dans une image pour qu'un chat se transforme en cuillère, par exemple. Et que le réseau de neurones, lui, va reconnaître une cuillère à chaque fois qu'il y a une cuillère à 99% en plus. Hein. C'est une image de chat. Il y a aussi des trucs intéressants où c'est des lunettes avec le contour de la lunette qui va pouvoir vous permettre, au niveau de la reconnaissance faciale, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Par exemple, Brad Pitt, par exemple. Donc Facebook, quand il va prendre la photo, les lunettes vont rajouter juste les détails qu'il faut dans l'image pour qu'au niveau des connexions des neurones, ce soit plus moi, mais Brad Pitt. Voilà. J'ai répondu. Ça va ? D'autres questions ? C'est bon ? Oui ? Oui. Oui. Là, pour le coup, dans le cas de... Oui, alors pardon. Oui, la question c'était est-ce que j'utilise Peppermill ? Peppermill, c'est une manière de lancer des notebooks Jupyter de manière exécutable. Peppermill, le nom du notebook, et paf, le modèle se lance. Ça, c'est top. Parce que du coup, ça permet d'aller très vite en prod avec un notebook Jupyter. C'est ce que Netflix utilise, en fait. C'est eux qui l'ont développé. Et du coup, il faut l'utiliser avec précaution, parce que du coup, on fait passer quand même un truc qui est fait pour le prototypage à de la prod directement. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut mettre les bonnes métriques, les bons indicateurs pour justement avoir la mesure de la qualité du modèle. Mais c'est un très bon moyen de balancer plein de modèles en série. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est que je l'utilisais avec Airflow, donc l'orchestrateur pour faire tourner plusieurs modèles. Et je lui disais, Peppermill, le notebook, paf, ça fait des résultats. Est-ce que ces résultats sont pertinents ? Si oui, dans ce cas-là, on s'arrête là. Sinon, relance un autre modèle qui va un peu plus rentrer dans le détail et qui va être un petit peu plus coûteux en ressources, mais qui va être un petit peu plus fiable. Est-ce que c'est pertinent ? Oui, non. Si c'est pertinent, c'est bon, mais par contre, si c'est pas pertinent, balance le réseau de neurones, quoi. Et donc avec ça, on arrivait à prédire à peu près 3000 comportements complètement différents de serveurs. Ok.
Je te remercie. Je t'en prie. D'autres questions? Bah écoute, j'ai le micro, donc j'en profite pour une dernière. Tu as parlé pas mal de MLflow. Est-ce que tu utilises aussi Kubeflow, qui est pas exactement la même chose, mais qui se rapproche quand même un petit peu sur certaines fonctionnalités? Alors, est-ce que tu peux me... Non, je connais pas un Kubeflow. Tu connais pas? Non. Est-ce que tu C'est peux me dire un petit peu ce que c'est? alors, ça reprend les fonctionnalités de MLflow, Ouais, mais ça a en plus la possibilité de... En fait, c'est sur Kubernetes, donc c'est pour ça. d'accord. Kubeflow. Et en fait, tu peux lancer un pod qui va faire du training, un pod qui va faire de la mise à disposition, un pod qui va faire du logging, Ah bah des oui. choses comme ça. Ouais, ça c'est top ça. Alors non, perso, je l'ai jamais utilisé, Bon, mais bah, effectivement, ok. de toute façon, dans des environnements où il y a du Kubernetes, bah là, clairement, je montrais des trucs qui pourraient très bien s'adapter dans un environnement containerisé. Et ouais, ce serait cool d'utiliser Kubeflow dans ce cas-là. Ouais. Voilà. Bah, si vous...